Ce sont pas tellement les faits en eux-mêmes du vécu de nos ancêtres, si terribles, si horribles soient-ils, qui nous font souffrir, nous, descendants. C'est la souffrance, elle vient davantage du fait que ces ancêtres n'ont pas pu montrer leurs sentiments, ni ou en parler, hurler ce qui était l'indicible, l'inacceptable, n'ont pas pu pleurer tous leurs contents de deuil qui sont arrivés dans des circonstances X, Y, Z, de le partager, puisque on sait qu'une souffrance, quand elle est partagée, elle est mieux portée aussi, et que tout cela, ils ont potentiellement enduré en silence. Et c'est cette souffrance non dite, non traversée, non conscientisée, qui est comme la source de ce qui est transmis. Donc ce qui est transmis, c'est toujours un bagage émotionnel. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut Peggy. Bonjour Liron. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien, je suis ravie de t'accueillir à nouveau, vraiment contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. C'est ça, en plus dans un nouveau cabinet. Oui, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Oui. Quelque chose de beaucoup plus grand et ce que je te disais, quelque chose de très joli. Tu as fait quelque chose de très joli. Oui, ça reste un cocon. Moi, j'aime bien travailler dans un cocon. Moi aussi, je suis très contente de faire un nouvel épisode avec toi, Peggy, pour l'émission Génération 120 ans. Pour le contexte, pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait, avec Peggy, on a enregistré un épisode il y a quelques mois. Oui. C'était le numéro 12. Il y a de l'eau qui a coulé depuis. Où on a abordé ensemble, en fait, le sujet des mémoires intra-utérines et leur impact dans sa vie personnelle. C'était un épisode passionnant que je vous invite à découvrir parce qu'il va vous donner une autre façon de voir les choses et aborder les choses lorsque vous cherchez à résoudre certaines problématiques de votre vie ou en tout cas apporter un nouvel éclairage. Moi, j'avais adoré et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi de faire un nouvel épisode où cette fois-ci, on va parler de psychogénéalogie. Voilà, j'arrive à bien le prononcer. De mémoire familiale et en particulier les mémoires familiales dans le devenir mère. Oui. J'ai l'impression qu'on a souvent tendance à réfléchir à comment être dans les meilleures conditions physiques, matérielles, émotionnelles, mentales pour accueillir son bébé, mais pas forcément sur l'héritage de l'inconscient familial qu'on pourrait transmettre à l'enfant. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder un peu tout ça, qu'on puisse peut-être poser les bases de la psychogénéalogie, les enjeux de la mémoire familiale dans le devenir mère et parce que du peu que ce que je comprends, c'est que la mère transmet inconsciemment à son enfant ses bagages émotionnels. Et le père tout pareil. Et le père aussi tout pareil. Bon voilà, c'était donc voilà, encore une fois un beau programme en perspective. Est-ce que je peux te laisser à nouveau te présenter rapidement pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode ? Oui. Donc moi, je m'appelle Peggy Ottinger et donc je travaille dans le département de l'Aube à Troyes. Et le cœur de mon travail se situe autour de la naissance. Alors bien sûr en périnatalité, parce que de fait, quand une femme souhaite devenir mère ou est enceinte et devient maman, ça c'est vraiment la naissance du bébé à venir. Donc moi, dans ce champ-là, je travaille et sur les mémoires inconscientes, et en corporel, en massothérapie, en réflexologie émotionnelle aussi. Donc j'accompagne dans ce champ-là autant le corps que le psycho-émotionnel.
Et puis la naissance, donc ce périmètre autour de la naissance, il n'est pas forcément celui de la naissance qui va avoir lieu, mais la naissance qui a été la nôtre. Et les 9 mois, grosso modo, qui ont précédé notre naissance, qui vient, comme tu l'as dit très justement en introduction, être impactant dans nos vies. Et le lien, il est là, c'est que puisque nous sommes un bébé qui a été porté pendant tout un temps dans un ventre maternel et est né à un moment donné dans des conditions qui sont celles de la naissance qui a été la sienne, au moment où ce bébé, s'il veut être une femme, potentiellement devient mère, viennent se réactiver toutes ces vécus-là, qui sont des vécus inconscients, on ne s'aperçoit pas qui tirent les ficelles, et donc la naissance dans laquelle je travaille en question, c'est pas forcément celle de l'enfant à venir, mais celle de l'enfant qui est devenu aujourd'hui adulte et qui rencontre des problématiques de vie qui sont complètement en lien avec ses mémoires inconscientes. Donc voilà, moi j'accueille un public assez vaste somme toute, depuis la femme enceinte, la femme en conception bloquée, en parcours de PMA, la maman postpartum avec son bébé, mais aussi des adultes, monsieur et madame, tout le monde. À tous les stades, tu peux accompagner les personnes qui seraient dans le besoin, quoi. Oui. Et une des hypothèses de base, en tout cas sur quoi tu te bases, c'est que il y a des choses inconscientes qui font que cette personne va rencontrer des difficultés, soit à concevoir, soit ils vont avoir peut-être des fausses couches, ou soit ils vont rencontrer des problèmes dans leur vie. Tout ça, ce serait dû à potentiellement à des mémoires familiales. Pas que, à des mémoires familiales, mais aussi à des mémoires personnelles, des mémoires émotionnelles, personnelles. Ça, c'est vraiment l'apport de la sophroanalyse pour les auditeurs qui nous écoutent. Okay. La sophroanalyse est la discipline transmise par Claude Imbert en France, qui a regrouper un peu toutes ces mémoires inconscientes dont on a parlé, dont on va parler pour l'aspect transgénérationnel, et qui permet de modéliser, si tu veux, la ligne de vie d'un individu comme étant une répétition en boucle de mémoires émotionnelle inconsciente liée à la prénatalité, à la naissance et à l'histoire familiale. Donc c'est vraiment dans ces deux dimensions-là. Moi, j'ai l'habitude de présenter ça comme étant l'axe horizontal de vie de la personne depuis le moment de sa conception, voire de sa préconception, et les axes verticaux qui sont ceux des lignées sur lesquels on vient trouver résonance dans notre propre vécu horizontal. Donc ça, c'est intéressant d'aller lire des choses en sophroanalyse parce que c'est le champ même qui a été apporté dans cette discipline. Ok. Ah oui, c'est pas mal. Axe horizontal dans ce que l'on vit au quotidien, des choses que l'on peut vivre, et ensuite vertical si on décide de remonter en fait dans les lignées. Oui, on s'aperçoit qu'il y a des réactivations de toutes ces mémoires dans les deux dimensions, à des étapes de vie particulières, dans des situations particulières, avec des déclencheurs qui peuvent être, là pour ce qui nous occupe et ce qui occupe le champ de mon expertise, le passage de vie qui se veut être celui de la parentalité, de la maternité, de la parentalité. Ok. Tu parlais de répétition, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où il y a intra-utérine, ou à la naissance, et voilà, il y a une première disquette qui tourne, et après au bout de X années, ça va se répéter. Oui, on prendra un exemple si tu veux à un moment donné de nos échanges pour illustrer ça de manière très concrète. D'accord, ok, super. Bon bah très bien. Alors on a commencé à entrer dans le sujet, donc. Finalement, est-ce que tu peux donner une définition de psychogénéalogie? C'est ça, c'est l'analyse des mémoires familiaux? Enfin, comment tu définirais la psychogénéalogie? Tu vois, psychogénéalogie, c'est un terme composé de psychologie et généalogie. Si on veut définir, alors des définitions de la psychologie, il y en a plein, mais si on veut définir ça comme la discipline qui s'intéresse aux états psychiques, aux comportements, aux processus mentaux d'un individu, et si on définit la généalogie comme étant l'étude de l'origine et de la place de la filiation d'un individu, tu vois que psychogénéalogie, en réalité, c'est l'étude du psychisme, des comportements, des membres de l'arbre généalogique et des transmissions entre les membres de l'arbre.
Ok. Donc c'est un champ très vaste Ouais. qui est pas évidemment pas réservé à la périnatalité. C'est dans la vie de Ouais, manière générale. Ok. Ok. Et ça, c'est une discipline qui est récente ou c'est un truc qui a existé depuis pas Alors mal de ça a temps? été évolutif, si tu veux, dans le temps. On va pas remonter à un historique Ouais. très long, mais en France, en tout cas, les bases de la psychogénéalogie moderne, elles ont été posées par Anne Ancelin. Alors tout le monde dit Anne Ancelin parce que c'est un nom de famille composé qui est compliqué à prononcer. Donc Anne Ancelin Schuttensberger, Oui, voilà. ok. Et donc ça remonte aux années 70. Voilà, toutes les bases de ce que l'on pratique aujourd'hui. Et ça repose donc sur l'observation du fait que notre héritage en tant qu'individu n'est pas seulement, ça c'est vraiment ce qu'elle a ramené, n'est pas seulement génétique, mais c'est aussi un héritage psychologique. Psychologique et émotionnel en réalité, donc psycho-émotionnel. Elle disait, ça c'est une citation qui est dans un livre qui est un des plus connus de Anne Ancelin, qui est Aïe mes aïeux. Elle disait que ce ne sont pas tellement les faits en eux-mêmes du vécu de nos ancêtres, si terribles, si horribles soient-ils, qui nous font souffrir, nous, descendants. C'est la souffrance, elle vient davantage du fait que ces ancêtres n'ont pas pu montrer leurs sentiments, ni où en parler, hurler ce qui était l'indicible, l'inacceptable, n'ont pas pu pleurer tous leurs contents de deuil qui sont arrivés dans des circonstances X, Y, Z, de le partager, puisque on sait qu'une souffrance, quand elle est partagée, elle est mieux portée aussi, et que tout cela, ils ont potentiellement enduré en silence. Et c'est cette souffrance non dite, non traversée, non conscientisée, qui est comme la source de ce qui est transmis. Donc ce qui est transmis, c'est toujours un bagage émotionnel. Donc c'est ce que je comprends, c'est que c'est le refoulement, c'est des choses qui n'ont pas été dites, Ouais. qui vont être transmises. Alors refoulées sur la base de leur vécu, c'est-à-dire de leur contexte de vie. Ouais. Tu vois, rapidement comme ça, mais de manière pas très précise, on a tous dans nos lignées des ancêtres pas très lointains qui ont traversé des périodes de guerre. Ouais. Et pour rester dans la périnade, des femmes enceintes ou des jeunes femmes qui découvraient qu'elles étaient enceintes alors que leur conjoint, leur fiancé, quand elles n'étaient pas forcément mariées, qu'elles se retrouvaient enceintes, lui pas là, tout ça a été très compliqué à vivre, notamment dans la position à l'époque des femmes, d'être une femme. Donc, tu vois, ça a été traversé comme on a pu à l'époque, avec ce qui était le contexte de l'époque. Et quand des deuils survenaient, des deuils d'enfants par exemple à ce moment-là, c'était traversé comme on traverse des choses quand de toute façon il y a une guerre mondiale. Les femmes n'étaient pas soutenues parce qu'elles ne pouvaient pas l'être, et elles portaient ce deuil en silence en fait. En tout cas, ça n'était pas entendu. Okay. Donc c'est un exemple, tu vois, pour te dire que contextualiser aux différentes époques de nos différentes strates générationnelles, il faut comprendre quel a été le vécu de nos ancêtres. Donc c'est ça qu'on vient beaucoup relire en séance. Souvent, factuellement, on connaît les choses. On sait que la grand-mère, l'arrière-grand-mère, elles ont vécu comme ci, comme ça, elles ont traversé ci, ça, mais on n'entend pas le vécu émotionnel qu'il y a derrière. Et toujours contextualisé à l'époque, mais aussi aux valeurs de la famille, au système familial qui était celui de cette lignée-là et pas une autre. Oui. Mais ça, c'est un exercice qui est très difficile du coup. Qui s'apprend. Mais par exemple, là, si on part de ça, ça veut dire que plus on va dans la descendance, et plus finalement, ça comme un effet boule de neige, et plus on accumule des choses, non? Alors, est-ce qu'on peut arriver à un point où justement on a tout le poids de nos ancêtres, on sait même plus où, et finalement, on peut avoir potentiellement tous les problèmes. Écrabouillé sous l'avalanche. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est que je me dis, en fait, bon, la source, ça va. Mais après, en fait, plus on descend et plus c'est... non, parce que tu imagines bien que, effectivement, si on doit remonter à nos lignées, je ne sais pas combien de générations, effectivement, on serait tous écrabouillés, incapables de vivre. C'est pas comme ça. Tu vois, Anne Ancelin, justement, disait, et notamment dans Le Devenir mère, sur 4 générations, 3-4 générations, on a du vécu impactant. Et au-delà
beaucoup moins. Ok. Donc c'est pas non plus, on va pas remonter jusqu'à Napoléon pour savoir ce qu'ont vécu nos ancêtres, tu vois. C'est jusqu'aux arrière-grands-parents, éventuellement arrière-arrière-grands-parents. Et là déjà, c'est une mémoire qui est très éloignée, tu vois, de notre vivant. Donc c'est bien suffisant. Ok. Donc de ce que tu dis, c'est qu'en fait, avec juste les 3 générations au-dessus, 2-3 générations, on a 3, suffisamment 4, on a suffisamment de matière pour pouvoir travailler sur, oui. sur notre cas. Mais maintenant, ouais. il y a d'autres psychogénéalogistes, hein, il y en a qui travaillent comme ça sur beaucoup plus de générations. Ouais. Après, ça devient un travail, j'imagine. Enfin, il faut pouvoir déjà connaître un peu qui sont demande ces... des recherches en demande généalogie, du coup, qui ne sont pas de la même envergure. Ouais. Ouais. Et puis souvent, comme tu dis, c'est des faits, telle personne était comme ça, mais on n'a pas forcément le vécu émotionnel de ces personnes, et ça, c'est... Et ça, c'est le travail c'est un travail fascinant, hein, parce que on s'aperçoit que dans la verbalisation, dans la difficulté présente de l'individu, on va rester dans le champ de la périnade, admettons la maman qui est enceinte, là, son émotionnel vient manifestement raconter quelque chose qui n'est pas en adéquation avec le contexte dans lequel elle vit. Des peurs qui peuvent être verbalisées comme « Oh, je sais bien que c'est idiot d'avoir peur de ça parce que je ne comprends pas pourquoi c'est ça, et pourtant je suis dedans et je dois bien le reconnaître. » Donc tout ce qui va apparaître comme un émotionnel décalé, disproportionné, alors on sait que ça se raconte. Et le principe de toute façon est celui-ci, que l'on vient réactiver dans le devenir mère les mémoires des femmes qui sont devenues mères avant nous. Et notre premier ancêtre, c'est notre maman, pour commencer. Ok, intéressant. Donc, plus particulièrement, ce qui est important dans le devenir mère, c'est parce que finalement, c'est par elle principalement que les choses se transmettent à son enfant. Oui, mais tu vois, le discours, je le tiens beaucoup au féminin, que ce soit comme ça là avec toi. Ça, nous, les mecs, on se dédommage. Mais c'est pas du tout ça en fait. Hein. Il peut être mis au masculin de la même manière. Simplement, moi, dans ma patientèle, dans ma clientèle, il y a 95% de femmes. Je suis trop contente quand il y a des pères qui viennent travailler aussi, mais c'est beaucoup des femmes, si bien que j'ai cette déformation un peu professionnelle et c'est un peu abusif dans mon discours à parler au féminin, mais ça concerne les pères tout autant. Après, ça semble aussi, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas le mot que je cherche, logique, mais vu que la mère tient l'enfant dans son ventre, ce serait pas bête de se dire que finalement il y a un transfert directement qui se fait à l'enfant, alors que le père, lui, bon, peut-être si au moment de la conception, il y a peut-être le père qui transmet. Alors, je sais pas comment ça se... Alors tu sais, c'est un jeu beaucoup plus subtil que ça. C'est que effectivement, la mère vient à être le filtre premier de ce que bébé, on en avait parlé, je me souviens dans la précédente interview. C'est maman qui est le générateur des émotions ressenties par bébé sans décodage in utero. Mais papa n'est pas absent, ou son absence veut dire quelque chose aussi émotionnellement pour maman. Donc c'est pas une espèce de téléchargement comme ça de disquette à ordinateur en étant maman bébé, tu vois. Il y a quand même il y a la place de papa, et surtout d'un point de vue transgénérationnel, les lignées viennent faire comme miroir l'une à l'autre. Et c'est un autre champ de compréhension, mais dans notre incarnation, on vient comme se saisir justement des bagages de l'un et de l'autre, d'une lignée et de l'autre, pour venir travailler notre expérience de vie. C'est comme des tremplins. Et donc le tremplin offert par les lignées paternelles, ce sont des engrenages ciselés très finement avec la lignée maternelle pour un individu. Donc on s'aperçoit de ça, on le voit très très bien dans les arbres. Ok. Ouais, que finalement, si on attire ce type de personne, en tout cas ce type de père, ce type de mère, ou en tout cas on a ce contexte-là, c'est quelque part, y a au niveau de l'inconscient, il y a des rapprochements qui se font et qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer ce travail ou non, quoi. Tu vois, par exemple, quand on travaille les blocages de conception ou des accouchements traumatiques, on va beaucoup regarder les deuils d'enfants, les accidents, les bébés morts-nés,
les enfants qui sont décédés en bas âge ou ceux qui, pour des parents, sans être des enfants en bas âge, sont décédés beaucoup trop précocement. Ça ne va pas dans le sens de la vie que de perdre un enfant avant de mourir soi en tant que parent. Donc tous ces deuils inacceptables, injustifiables, viennent à être sur 4 générations infiniment impactants dans le devenir mère. Donc c'est ça qu'on va aller regarder et on observe que dans la lignée maternelle et dans la lignée paternelle, ces deuils sont comme en rebond l'un de l'autre. Comme les arbres se choisissent pour venir s'étayer l'un l'autre, tu vois. Des branches qui viennent à être affaiblies par des drames viennent s'étayer sur des mécanismes qui sont fascinants à observer. Par exemple, des dates. Ouais. Quand un enfant est décédé, imaginons, je ne sais pas, un 15 décembre, beaucoup trop jeune, tu vas observer que un des descendants, parmi tous les descendants, va venir, femme qu'elle est au moment de son évolution dans sa vie, épouser un homme qui va avoir, dans sa date de naissance, sa date de conception, une date anniversaire proche de cette date de décès. On vient rechercher cette date dans du vivant pour étayer l'arbre. Donc tous ces mécanismes qui sont multiples sont parfaitement observables d'un arbre à l'autre. C'est incroyable, c'est fascinant. On dirait un Cluedo et 2 géants. C'est un peu ça, tu sais. Moi, je dis souvent que c'est vraiment... Un escape game. Oui, mais c'est vraiment moi j'appelle ça mon travail de Sherlock Holmes. C'est jouer les détectives dans l'arbre, essayer de comprendre, de voir comment les engrenages se sont mis en place et où ces fidélités inconscientes au vécu de nos ancêtres viennent s'exprimer, de quelle manière. Ok, et à partir du moment où tu mets en lumière tout ça, c'est bon, quoi. Il y a une libération émotionnelle. Comme ça, non, j'en sais rien. Non, par exemple, là, tu disais l'exemple des personnes qui, je sais pas, ont subi plusieurs fausses couches ou qui sont peut-être ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est à partir du moment où on met en lumière ça dans les lignées familiales, la personne va pouvoir enfanter ou va pouvoir enfin avoir une grossesse en tout cas, sans fausse couche. Tu vois, c'est comme des élastiques qui viennent à être invisibles dans nos vies et qui nous retiennent pour une bonne raison, qui est, par exemple, s'il y a eu des deuils d'enfants à la place du premier enfant. Puis après, il y a des mécaniques qui font que la place de l'enfant numéro 4, c'est aussi la place de l'enfant numéro 1. Donc tout ça, il faut l'observer. Mais s'il y a eu un drame à cette place-là, alors pour les descendants, un ou une des descendantes, pas forcément tous, c'est pour ça qu'on ne prend pas tous l'avalanche sur la tête non plus, c'est une place qui vient à être compliquée. La mise au monde d'un enfant à cette place-là est compliquée. Donc cet inconscient familial, il est comme une ficelle qui retient parce qu'il y a de la peur, il y a du risque. Et le fait de le conscientiser pour la descendante, par exemple, c'est déjà un premier pas. C'est de se rendre compte que dans son chemin à elle, elle n'est pas la seule en cause. Et c'est déjà éminemment déculpabilisant. Ouais, ça enlève de la culpabilité, ouais. Absolument. Et ça, c'est un premier pas. Ensuite, on peut travailler en hypnose, on peut travailler en écrit symbolique, en acte symbolique, où on va comme ça rendre symboliquement, mais de manière effective, le drame aux ancêtres passés. Ouais. Ou le secret, ou les abus, selon ce qui s'est passé. Ouais, ça c'est incroyable. Et si ce travail n'est pas effectué, finalement, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui se pose les bonnes questions ou pas, en fait. On sait, mais... Ce qu'on observe, c'est que sur plusieurs générations, comme la réactivation, le besoin de l'arbre à mettre en lumière cette souffrance qui n'a pas été traversée, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit, vient à être comme réactivée régulièrement, mais de manière tout à fait diverse. Le devenir mère, c'est une étape majeure pour ça par rapport aux naissances, aux enfantements, aux conceptions. Mais tant d'autres, sur d'autres secrets, d'autres drames. Ce que je perçois, c'est que quand à partir du moment où la mère veut la femme veut enfanter ou elle devient mère, serait pour elle une étape pour apprendre à mieux se connaître et à peut-être apprendre à mieux connaître justement son héritage, pour essayer justement quelque part pas de réparer mais d'améliorer les vies suivantes quelque part, de réparer certaines choses qui se sont passées. En fait, ce serait pour elle un moment vraiment une opportunité
C'est de toujours, développement oui, personnel, c'est en toujours, fait. de toute façon, c'est toujours une opportunité parce que le fait de mettre au monde une nouvelle génération, tu vois bien que ça fait bouger toute la mécanique des générations. Chacun quitte son fauteuil pour aller s'asseoir dans le fauteuil d'à côté, qui de mère, qui de père, de grand-mère, de grand-père derrière, etc. Et donc ça fait bouger tout le monde. C'est comme si tous les engrenages étaient remis en route par là un tout petit engrenage très puissant qui vient faire bouger l'ensemble. Donc oui, c'est toujours une opportunité. Et on sait très bien que une femme enceinte, elle est comme plus perméable à toutes ces mémoires-là. Elle est dans, on appelle souvent ça de la transparence psychique. Après, ce terme se discute, mais c'est un moment de vie où la femme, en désir d'enfant, est comme, ou enceinte, hein, est comme en approche d'un, moi je parle ça le théâtre du devenir mère, elle est en approche de ce théâtre-là, où elle est déjà à l'intérieur si elle est enceinte, et il y a tout autour d'elle la répétition des chuchotements ou des voix qui se font majeures dans sa vie, des histoires passées. Alors comment est-ce qu'elles prennent place, ces histoires-là dans le théâtre? Eh bien, ce sont les histoires de couple, ce sont les histoires de naissance, les histoires diverses et variées de toutes les femmes avant elle, si bien que on se croit souvent seul dans son histoire présente de grossesse ou de désir d'enfant avec son conjoint ou dans l'impossibilité à concevoir, mais en réalité dans ce théâtre, il y a moult et moult couples, moult mamans déjà, ou femmes qui n'ont pas pu être mères, et tout se re-raconte. Donc nous, on est, en tant qu'individu, plus ou moins proche de certaines de ces histoires, et c'est cette proximité qui rend la perméabilité à redire, à réactiver le vécu de ses ancêtres. Ok, intéressant. Ouais, non, c'est fascinant et c'est vrai que c'est intéressant pour la femme, en tout cas, je pense, pour le couple, de se poser, d'avoir des réflexions pour pouvoir mieux avancer. Il y a toujours, tu vois, dans la mise en conception d'un enfant, il y a toujours de l'inconscient parental qui définit le projet de l'enfant. Ce qu'on appelle le projet sens, c'est le sens inconscient donné à la conception de l'enfant et à sa naissance, à sa place. Donc tous en tant qu'individus, on vient à nous conformer à cette première mission. Or, on ne la connaît pas consciemment. Ouais. Je vais te citer un cas comme d'habitude, que je connais bien, puisque c'est le mien. Je me souviens plus si on en avait parlé de ça, mais quand moi j'ai été conçue, peu de temps avant, 1 an à peu près avant, le jeune frère de mon père est décédé dans un accident alors qu'il avait 18 ans. Et ça, c'est un drame qui n'est pas acceptable. C'est un deuil que personne ne fait des contemporains du drame, ni ma grand-mère paternelle et ni mon père. Et donc, comme le projet inconscient porté sur ma conception, c'était de remettre de la vie, de ramener de la joie dans cette famille avec un enfant qui vient, tu vois, remettre de l'élan, en fait, dans cette famille qui était en deuil et qui était dévastée. Donc mon père était en dépression, pas reconnu, pas affirmé, parce qu'à l'époque un homme ça tient le coup, et donc moi j'étais porteuse de cette consolation en fait, ce que j'ai assuré toute ma vie. Sans savoir, tu vois, celle qui met tout le monde en route, et j'étais très très attachée, alors que ma grand-mère n'était pas du tout bienveillante, particulièrement aimante. J'ai toujours été très en lien à essayer de remettre de la vie dans sa vie. Donc ça c'est un exemple, si tu veux, c'est juste un fil. Mais ça tu savais pas forcément ça. Enfin, je veux dire, quand c'était je suis venue au monde, ça non, mais tous autant qu'on est, hein, je ne sais pas. Hein. On ne connaît pas notre mission. Donc tout cet inconscient, tu vois, tu me parlais de quelle opportunité ça représente pour les mères et les pères, c'est de venir, parce que c'est davantage lisible dans leur vie à ce moment-là, quand on devient parent, d'aller comprendre quelle a été leur propre mission. C'est leur inconscient. Mais jusqu'à quel point on peut arriver à comprendre tout ça, justement? Est-ce qu'on peut arriver à tout comprendre? Est-ce qu'on peut arriver à se libérer de tout? Enfin,
C'est un peu... C'est un peu un fantasme. Ouais, c'est peut-être utopique, hein, je le sens dans ma question, mais... Oui, c'est-à-dire qu'on ne vient travailler que ce qui pose problème. Ouais. Parce que, évidemment, tout ce qui va bien, ça va bien. Ouais. Et heureusement qu'on a des bagages ultra positifs dans nos vies. Ouais. Il n'y a pas que les boules de neige et les avalanches qu'on se prend sur la tête, c'est toutes les valeurs, le système familial qui nous tient et qui nous transmet de quoi faire notre vie, faire nos choix, nous positionner en reproduction ou en opposition, mais en tout cas c'est un bagage premier. Donc tout ça, ça va bien. Ce qui vient à poser problème, c'est jamais tout en même temps, et c'est selon nos rencontres, nos situations professionnelles, les phases que l'on traverse en tant qu'individu, en tant que parent, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que fille. Tu vois, c'est quand on rencontre une problématique que l'on vient travailler cette problématique possiblement sous cet angle-là. Ouais. Mais se dire, bon, alors aujourd'hui je prends la lignée maternelle, la lignée paternelle, on met tout à plat et on se libère de la totalité, ouais, c'est ça. C'est illusoire. On peut pas genre prendre tous les trucs, regarder toutes les choses qui sont mal passées et se dire bon, on fait table rase et on est conscient de tout ça. Et je crois qu'on serait terrifiés si on faisait table rase parce que je ne sais pas ce qu'il nous resterait à vivre en fait. Ouais. Bah que du positif. Je sais pas. Après, si on peut pas avoir peut-être la notion de positif si on vit pas de négatif aussi, est-ce qu'on peut connaître le bien si on connaît pas le mal? Bon, enfin après c'est une autre discussion, mais en tout cas ça prend racine là-dedans, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? C'est dans la mise à jour de cet inconscient personnel et familial, transgénérationnel, qui a défini notre place, une grande part de nos missions et de nos fidélités inconscientes que possiblement on vient mettre à jour, mais aussi qui nous révèle ce qu'on est venu expérimenter. Et il nous faut ces bagages-là pour l'expérimenter. Alors justement, si on part dedans, et je vois totalement ce que tu veux dire, est-ce que finalement, il faudrait faire tout ce travail-là? Bah, finalement, on est là pour expérimenter, et on expérimente la vie, et puis de toute façon, si c'est ces choses qu'on doit expérimenter, bah, c'est pas grave si je la travaille ou je la travaille pas, parce que... Alors dans doit expérimenter, il y a comme une notion, tu vois, de fatalité et de bon, bah, c'est le destin et je vais vivre mes difficultés comme je peux. On n'est pas obligé non plus d'accepter d'être en souffrance quand on peut s'en libérer. Oui, c'est vrai. Donc on vient travailler ce qui nous pose le plus de problèmes. Okay. Quand on a la possibilité, la capacité de le faire. Ok. Donc tu crois à un destin familial? Enfin, est-ce que cette notion de destin familial, elle fait sens, enfin, finalement? C'est-à-dire que tout est... Enfin, je sais pas si ça m'est sorti comme ça, destin familial, mais que finalement on est déterminé par le vécu de nos ancêtres, et que finalement quelque part on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, quoi. Non, je crois, c'est pas comme ça que je vois les choses, mais tu me demandes, du coup c'est un avis personnel. Oui, bien sûr. Là. Oui. Ma croyance personnelle, c'est que on vient comme choisir nos parents et donc les bagages qui sont les leurs et qui leur ont été transmis. Parce que ce choix qui est neutre en fait, c'est le fait de connoter les choses négativement ou positivement, c'est en fonction de nos ressentis, de ce qui nous pose problème. Mais ce bagage neutre de vécu, avec les secrets, les difficultés traversées, pas traversées, etc., ça vient être comme notre terreau. Et dans ce terreau, il y a plein de graines, et certaines vont germer, qui donnent des jolies plantes, et on les garde, et c'est super, et puis d'autres qui sont épineuses, et qui nous heurtent, et qui nous blessent, et celles-là, alors on peut aller chercher à comprendre comment s'en débarrasser. Ok. Donc, tu vois, ce déterminisme de fatalité là, c'est pas vraiment comme ça que je vois. C'est pas comme ça que je vois les choses. C'est plus saisissons les chances de mettre à jour ce qui peut l'être, parce que de toute façon, comme tout est bien dans ce que l'on a à vivre. Ouais, finalement, si c'est comme ça, quelque part, c'est que ça doit arriver, enfin que c'est arrivé, c'est que pour une raison, et que de toute façon. C'est à expérimenter, on doit l'expérimenter. Là où c'est compliqué dans le devenir mère, c'est quand on commence à essayer de comprendre cela alors qu'il y a des deuils. Les mamans, j'ai des cas en tête comme ça, les femmes, les couples qui vivent par exemple des interruptions médicales de grossesse ou qui mettent au monde des enfants mort-nés, ça a toujours existé si tu veux. Le deuil périnatal, c'est
de tout temps. Donc, quand je reçois des patientes qui sont dans ces cas-là, c'est compliqué de leur exposer ça. Oui. Parce que le processus de deuil fait que, bien sûr qu'on n'est pas prêt à accepter que ça, c'était déterminé. Mais bien sûr que non. Tout est révoltant. Oui, bien sûr. Donc, tout est souffrance à ce moment-là. D'éclairer comment la place de cette grossesse interrompue, de ce bébé qui n'est pas venu au monde ou qui est venu au monde et qui n'est pas resté, l'éclairer dans le champ de l'histoire familiale, ça donne comme un sens qui ne justifie rien, qui n'apaise pas la souffrance présente, mais qui éclaire l'ensemble du tableau. Et je le répète, un des grands travails en périnate, c'est déculpabiliser les mamans, déculpabiliser les femmes et les hommes aussi quand je les vois au cabinet. Oui, parce que ça doit être vachement difficile, d'autant plus pour une femme de se prendre ça en pleine... Enfin, déjà, il y a l'événement qui est compliqué à gérer, alors en plus, si on dit c'est potentiellement ta faute, mais en fait que c'est pas sa faute. C'est qu'il n'y a pas de faute et il n'y a pas de faute à avoir. Coupable et on n'en trouvera pas, mais en tout cas on peut éclairer la place de cette grossesse, de cette femme, les dates. Tu vois, il y a tout un travail comme ça, justement, le travail de Sherlock Holmes, où on voit très bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu dans les lignées, qui est venu se réactiver là. De toute façon, les personnes qui viennent te voir, elles sont déjà dans un état d'esprit de comprendre, de découverte et elles sont déjà dans ce travail-là. Donc, j'imagine. Quand c'est pas le cas, en tout cas, c'est une proposition de ma part. Tu vois, elles peuvent venir pour toute autre chose et en fait. C'est ça, en poussant la porte de la massothérapeute parce que il y a eu une interruption de grossesse, il y a eu une fausse couche ou il y a eu une IMG ou une IVG. Et pour vivre dans leur corps cet apaisement et faire ce qu'on appelle, que je pratique, un massage de fermeture énergétique après une interruption de grossesse, apaiser cette mémoire corporelle, elles peuvent pousser cette porte-là, et si ça vient à être souffrant, problématique, s'il y a des blocages, si tout ça, je peux proposer aussi d'aller éclairer ce qui s'est passé dans les lignées et qui vient là comme en rebond dans son existence. Ok. Ok, je comprends. C'est très souvent éclairant. Ouais. Et mais du coup, ce travail se fait en périnatal, mais il peut se faire avant ou après, même qu'à la conception. Une fois que l'enfant est là, ça... De toute façon, tu ne vas pas voir un thérapeute, une accompagnante, une praticienne qui tu voudras si tu n'amènes rien en séance. Oui. Tu vois, c'est que tu sais que à minima, il y a une évolution que tu souhaites faire ou une problématique que tu souhaites résoudre. Mais est-ce que si l'enfant, par exemple, a déjà quelques années, le fait que la mère travaille, ça va impacter le devenir de l'enfant, ou ce sera plutôt à l'enfant de lui d'aller consulter peut-être quelques temps plus tard Je te dirais bien les deux. C'est-à-dire que on ne fait pas travailler en psychogénéalogie un enfant de 4 ans. Oui, le pauvre, il n'a rien demandé. Voilà, c'est ça, il n'a rien demandé. Par contre, si les parents constatent qu'il y a une problématique déjà répétitive dans la vie de l'enfant, de venir l'éclairer sous l'angle du relationnel parent-enfant, de l'émotionnel de l'enfant dans certaines situations. Alors oui, moi je travaille avec les parents. Oui. Et le travail parental fait que ça bouge le relationnel avec l'enfant. Eux-mêmes comprennent ce qui s'est passé et ce dont ils sont porteurs dans le lien, par exemple, parent-enfant, avec l'enfant à telle place, dans la fratrie, l'enfant numéro 2. Pour un autre enfant numéro 2, il s'est passé telle chose. J'ai en tête un exemple. Je vais te le citer rapidement. Oui. J'ai une patiente qui vient en ce moment. Elle est la maman de jumelles. Donc, tu vois, 2 petites filles qui ont été portées dans le même ventre, dans le même temps, et nées juste l'une après l'autre. L'une qui a une stratégie de l'enfant très très sage, qui fait surtout pas de vagues. Stratégie. Voilà, c'est une stratégie. On a tous des stratégies. De base, c'est pour survivre ou pour se faire aimer. C'est nos 2 grands leviers. C'est vrai. Et l'autre, donc sa sœur, qui est née la deuxième, qui était beaucoup plus petite à la naissance, qui a été en couveuse, donc elle a été séparée de maman, et qui à l'heure actuelle, là, 10 ans,
leur mène une vie d'enfer et une rebelle de première. Et donc la maman, elle vient avec cette incompréhension de mais c'est la nuit et le jour et le relationnel avec cet enfant numéro 2, deuxième petite fille, on aimerait bien que ça s'apaise parce qu'on comprend pas, on est les mêmes parents avec l'une et avec l'autre. Ok, ce sont deux individus différents néanmoins. Et donc on discute et puis on éclaire l'étage générationnel au-dessus. Et donc cette maman, elle est l'enfant numéro 1 d'une fratrie de 2 et son frère a développé, lorsqu'il avait 6 mois, son petit frère, a développé quand il avait 6 mois une surdité qui a beaucoup impacté le couple, la famille. On s'est beaucoup focalisé autour de ce handicap parce qu'il a fallu accompagner cet enfant. Toute la famille s'est mise à la langue des signes, mais ça a été aussi beaucoup de soucis à la suite pour cet enfant. Okay. Il y a eu une espèce de surfocalisation que l'on comprend bien pour les parents du coup de cette patiente quand ils ont découvert ça. Et ça a duré des années. Et encore à l'heure actuelle, elle est dans la position d'enfant vis-à-vis de ses parents, celle qui ne pose pas de problème, celle où on se dit mais toujours elle arrivera à surmonter les obstacles, c'est Madame Costaud, et puis son frère reste quand même l'enfant fragile, celui auquel il faut faire attention, etc. Bon. Et il se trouve que du coup, dans sa position à elle, lorsqu'elle devient mère et qu'elle accouche de ses 2 enfants, il y a un enfant numéro 1 et un enfant numéro 2, quand bien même elles sont jumelles. Et la surfocalisation sur l'enfant numéro 2, la jumelle numéro 2, qui avait un petit poids, qui était, voilà, il fallait davantage la surveiller, même si c'était pas gravissime, c'est pour elle qu'on s'est inquiété. Et tu vois, on observe déjà la répétition au niveau de la place. Donc, pouvoir éclairer aujourd'hui la relation et la place que prend cet enfant par rapport à la place qu'a pris le frère de cette maman dans la famille et comment elle s'est effacée, elle a été effacée, mais on comprend bien pourquoi. Ça n'est jeter la pierre à personne. Les parents font ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, avec la vie qui se présente telle qu'elle se présente. Mais néanmoins, il y a dans les mémoires, le vécu de cette maman, la place numéro 1 de l'enfant et la place numéro 2, qui est celle de son frère, qui vient à être comme réactivée là parce que quelque chose n'a pas été entendu. Incroyable. Donc, tu vois, avec les enfants, c'était ta question, on travaille avec les parents. Okay. Et donc, oui, on débloque parce que les parents conscientisent du coup beaucoup de choses qui les concernent au final. Ok. Et une fois que c'est entendu, alors oui, on s'attend à ce qu'il y ait de l'huile dans les rouages. Ouais. Combien de temps ce travail a été fait de mise en lumière là, de tout ça là Pour le cas que je te citais, là, on s'est vu 2 fois. Et 2 fois, ça permet de mettre en lumière tout ça. Ben, tu sais, déjà, 2 fois, ça fait 3 heures de travail. Ouais. Et quand on travaille en écrit symbolique, moi, c'est du temps que je rajoute hors séance pour les écrits symboliques, l'écriture de tout ça. Donc, tu vois, moi, ça représente à peu près 5 heures de travail. Okay. Et voilà, ça éclaire beaucoup de choses, surtout quand on a à remonter, là, en l'occurrence, sur une seule génération. Okay. Après, ça peut durer effectivement plus longtemps parce que chaque cas est unique déjà. Et puis, quand il faut remonter à retrouver quand même des dates, ça nécessite qu'entre les séances, on aille questionner des personnes ressources, la mémoire vivante, les documents aussi parfois. Okay. Voilà. Donc ça peut durer effectivement plus longtemps. Hein. Ouais, ça dépend après de ce qu'on connaît. Et puis, il n'y a pas qu'une problématique. Ouais. Écrit symbolique, c'est quand tu écris une lettre à aux ancêtres, c'est ça, oui, pour te libérer un peu. Il y a des actes symboliques, puis des actes réparateurs quand on les fait, tu vois, de personne à personne, de vivant à vivant. Maintenant, quand on n'a plus la main sur les arrière-grands-parents parce qu'ils sont décédés depuis longtemps, ou que un enfant mort-né, voilà. Donc on va travailler en écrit symbolique. Ouais. Ok. Ou en hypnose, ou en hypnose. Ouais, ça veut dire qu'une personne qui n'a aucun moyen d'avoir accès, peut-être ni à ses... Enfin, c'est peut-être un cas difficile, mais ni accès à ses parents, ni à ses grands-parents, etc., par l'exercice de l'hypnose ou de l'écrit symbolique, il peut tout de même se... Oui, moi je dis toujours, on a, avec le récit de l'histoire familiale, c'est-à-dire ce que c'est la personne, sans faire de recherche, on a globalement, dans 95% des cas, la cible. On voit bien où est la cible du problème. Moi, on aime bien, en tant que psychogénéalogiste, avoir le cœur de la cible, c'est-à-dire les rouages, la compréhension de la mécanique qui a enclenché les fidélités inconscientes et la problématique présente, du coup, en résultante. Une fois qu'on a le cœur de la cible, alors
c'est ultra efficace. Et des fois, ça paraît complètement magique aux personnes, alors que ça n'a rien de magique. Ouais. C'est qu'on a véritablement ciblé l'endroit dans les lignées où quelque chose est resté bloqué, incompris, pas dit, etc. Mais quand on n'a que la cible, alors on travaille avec la totalité de la cible. Ça m'est arrivé déjà avec des patientes enceintes. Ok, ouais, ça fait sens. On fait de toute façon avec ce qu'on a. Il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux notions de rang. Il y a une notion de rang, l'aîné, second, troisième. Donc ça, c'est de base ou c'est toujours des échos par rapport au lignée. Enfin, je veux dire, est-ce que sans qu'il y ait cette notion d'ancêtre, le fait d'être premier, le fait de deuxième, troisième, quatrième, ça a déjà une détermination dans la vie de... Disons que notre place dans la fratrie, notre rang de naissance, il est très identitaire. Ça fait partie de notre identité. Tu sais, on dit je suis l'aîné de, il est le cadet de tant d'enfants. Donc notre place, notre rang de naissance, il fait partie de notre identité. Et quand il veut y avoir des secrets gardés, par exemple, sur un enfant adultérin. Adultérin ? Un enfant qui a été conçu lors d'un adultère. Ah d'accord, on dit un adultère. Ok, d'accord, moi j'ai appris un nouveau mot alors. Okay. Ouais, c'est l'adjectif qui va avec adultère. Okay, donc oui. Quand il y a des secrets comme ça dans la famille où on est dans l'ignorance que, on va dire, papa a eu une aventure et il y a eu un enfant de conçu en dehors du couple, avant que d'autres enfants n'arrivent, par exemple, alors tu vois bien que la place de chacun est mal déterminée. Ah oui. Elle n'est pas comme la juste place. Un autre exemple, c'est les enfants qui ont été conçus pendant la guerre par les soldats français qui étaient prisonniers en Allemagne et qui souvent étaient travailleurs dans des fermes, par exemple. Oui. Et puis il y a eu des aventures amoureuses qui se sont tissées, des rencontres qui se sont faites, et certains enfants sont nés de ces rencontres entre un soldat français et une jeune femme en Allemagne. Et puis les soldats français sont revenus et n'ont pas raconté qu'ils avaient eu un enfant, et parfois même ils l'ignorent ou ils l'ignoraient. Et les descendants ont fait des recherches, effectivement, ont retrouvé des filiations comme ça. Tu vois bien que les enfants qui sont nés à la suite n'ont comme pas le bon rang par rapport à leur père. Ah oui, ok. Et tout ça décale. C'est aussi le cas quand il y a eu trop de souffrances lors de bébés qui sont décédés, morts-nés, et comme on a oublié, sans vraiment l'oublier, mais au fil des générations, effectivement, on ne parlait pas, parce que c'était trop souffrant pour les grands-parents ou les arrière-grands-parents, on ne parlait pas de cet enfant qui était décédé beaucoup trop tôt. Et ça fait que on vient comme ça s'asseoir, nous, à des places, être conçus à des places qui sont comme déterminées par le vécu des enfants à cette place-là dans les lignées, et déterminées aussi en fonction du rang de nos frères et sœurs exact, en fait. Okay. Donc quand on trace un génogramme ou un génosociogramme, on vient compter toutes les grossesses connues. Génogramme, c'est l'arbre généalogique avec un peu plus poussé. Un génogramme, c'est l'arbre généalogique. Ah, ok, d'accord. Tu vois, tu as les parents, les arrière-grands-parents, les fratries, etc., avec les dates. Et un génosociogramme, c'est l'arbre sur lequel on vient rajouter, lire l'histoire, le récit familial, les métiers, le vécu de chacun, le tempérament, etc. Ok. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Ouais, ce qui permet d'avoir une vision assez globale. C'est ça qui permet de comprendre l'émotionnel transmis. Ok. Ouais. Après, c'est vrai que en tant qu'aîné, moi, j'ai l'impression d'être celui qui débroussaille. C'est le rôle des aînés, ça, c'est très juste. Le poids, l'exemple. Mais tu vois, c'est intéressant quand on est l'enfant numéro 1, qu'on sait qu'il n'y a pas eu de fausse couche avant, qu'il n'y a pas eu de grossesse précédente. C'est intéressant d'aller regarder la place des enfants 1 dans tes lignées, mais aussi la place des enfants 4 ou la place des enfants 7. Tu vois, en généalogie, on compte sur 3 rangs.
tout ça s'explique. Enfin, je vais t'éviter la théorie, mais on compte sur 3 rangs, si bien que la place 1 et la place 4 se correspondent, et puis la place 7, la place 2, la place 5 se correspondent aussi. Quand tu dis se correspondent, c'est qu'ils ont des similitudes, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils ont... le rang est le même. Ok. C'est-à-dire qu'un enfant descendant qui vient à naître l'aîné, on va aller regarder tous les aînés numéro 1, mais aussi les enfants 4 et les enfants 7, et puis plus si jamais. Ok, intéressant. Ouais, c'est un travail... Ok. Et comment... Alors peut-être avant de dire comment on peut faire tout ce travail-là, est-ce que tu as un autre exemple à partager ou d'un cas, Oui. ou un ou plusieurs, comme tu veux? On va prendre un cas comme ça anonymé que j'ai pioché, tu vois, dans le dossier Ouais, je vois, juste avant qu'on se retrouve. C'est assez impressionnant. Une fois qu'on commence à tracer un génosociogramme où effectivement il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'écriture sur l'arbre, donc il y a des traits que l'on trace de couleurs pour regarder qui travaille avec qui dans l'arbre, donc ça donne un document de travail qui est assez complet, et moi que je propose toujours aux patients de photographier, parce que moi j'en ai besoin pour travailler, mais en même temps c'est leur histoire, ça leur appartient. Ouais. Donc tu vois, là, c'est le cas d'une jeune femme qui vient travailler des années après la naissance de ses enfants. Okay. Parce qu'on se rencontre, elle est sage-femme, donc tu vois, le métier, toujours les métiers racontent quelque chose de nos choix, conscients ou inconscients, de la place qu'on prend dans l'arbre, de la fonction qu'on vient occuper. Et cette sage-femme, on discute de ses problématiques, du fait qu'elle voudrait arrêter d'être sage-femme pour faire autre chose. Et notamment, elle me dit, moi je travaille beaucoup à domicile parce que j'adore ça. C'est compliqué aussi les accouchements à domicile en France. Enfin, c'est pas aussi fluide qu'on le souhaiterait. C'est vrai. Et elle me dit, j'ai pas les coudées assez libres pour exercer comme je voudrais exercer, surtout que elle est allée exercer dans des pays où il n'y a pas de maternité. Notamment à Madagascar, à une époque où les femmes accouchaient à la maison, comme ça, avec pas de personnel médical, pas rien. Donc, elle a un vécu qui est particulier en tant que sage-femme. Et donc, elle me dit, moi, j'aimerais quitter mon métier, mais en même temps, je sens que ça me tient parce que mes propres accouchements, notamment l'accouchement de mon fils aîné, a été tellement traumatisant que je crois que j'ai encore des choses à comprendre, encore des choses à réparer avec. Moi, je vois toutes les guillemets autour de ce mot-là. Et donc, je lui propose de travailler comme ça en psychogénéalogie parce que effectivement, elle a accouché de son premier bébé à la maison, puisque elle, c'était comme ça qu'elle voulait accoucher, comme ça qu'elle avait fait accoucher les femmes. Et son conjoint était tout à fait OK avec ça. Et il était un homme hyper impliqué dans la grossesse, ultra présent dans le fait de vouloir organiser autour de cette naissance toutes les conditions pour qu'elle puisse accoucher à la maison. Donc vraiment très focus sur la naissance de ce bébé et tout ce qui allait bien autour. Et puis elle me dit, moi je n'ai jamais compris, ça reste un point d'interrogation aujourd'hui, son petit il a 10 ans, j'ai pas compris. Une semaine avant la naissance, la date théorique de la naissance de notre enfant, il m'a annoncé qu'il repartait en voyage d'affaires. Et là, elle me dit, mais je tombais des nues, parce que si j'avais dû imaginer quelque chose, c'était vraiment pas qu'à une semaine d'accoucher, c'est-à-dire le bébé peut arriver n'importe quand, qu'il décide de partir. Et ça a été quelque chose qui est resté entre eux, en fait, et on sentait bien que dans leur couple, c'était encore un point d'achoppement, parce qu'elle n'a jamais compris pourquoi lui, câblé comme il était, père impliqué comme il était dans cette naissance, qu'il s'absente une semaine avant. Et fait et dit, elle a accouché seule, avec une collègue qui était OK pour l'accompagner évidemment depuis longtemps. Mais quand son fils est arrivé, il était en mort apparente. C'est un bébé qui ne respirait pas. Et sa collègue toute jeune, elle, sans son mari, complètement paniquée, n'a pas réagi sous le choc de ce bébé qui arrivait sans vie. Sa collègue n'a pas réagi et c'est elle-même qui a commencé le massage cardiaque de son fils, de son bébé, en me redonnant a posteriori dans notre rencontre. Elle me disait, mais j'étais sûre qu'il était décédé. Je massais un bébé mort et dans ma tête, jamais j'allais le ramener à la vie.
Alors, on sait dans l'histoire que du coup, ce petit a survécu parce qu'à un moment donné, sa collègue a repris un peu ses esprits, elle a appelé les secours qui sont arrivés, et au moment où les secours arrivaient, ce petit a repris son souffle, et donc il a commencé à s'oxygéner, il a été emmené, etc. Il a reçu les soins qu'il fallait. Mais tu vois bien, c'est évidemment ultra traumatisant. Oui. Et outre le traumatisme, le trauma à prendre en compte, il y a pour elle, quand je lui dis mais qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour toi, elle m'a dit mais c'est le fait que mon mari n'était pas là. Elle me parle même pas de son trauma, ce qui est un signe d'ailleurs, mais donc ça a été autre chose dans notre accompagnement, mais elle me dit c'est le fait que mon mari soit reparti, j'étais seule, et c'est ça sa grande souffrance. Donc pour moi, c'est jamais une histoire déconnectée du devenir mère. Donc, on va éclairer tout ça et je te passe les étapes, mais en gros, on se rend compte que des générations avant, au stade de son arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelle... non, je vais pas le dire parce qu'on a dit que c'était anonymé, donc je vais même pas donner un prénom fictif parce que je vais m'emmêler les crayons. Mais son arrière-arrière-grand-mère, a elle effectivement accouché seule aussi. Pourquoi ? Parce que son mari est décédé 3 mois avant la naissance de leur premier enfant. On ignore pourquoi il est décédé, mais en tout cas il n'était pas là à la naissance, et de fait il n'avait pas choisi de ne pas être là. Mais ce qu'on observe, tu vois, dans les dates, ce qui paraît complètement faramineux, cet arrière-arrière-grand-père, donc décédé pendant la grossesse de sa femme, il est, que je ne me trompe pas, donc je regarde, sa date de naissance c'est le 20 avril d'une année passée, et le conjoint de ma patiente, lui, est né le 21 avril. Tu vois, il vient comme à être choisi par cette patiente comme personnage qui vient mettre de la vie dans l'arbre, comme rallumer une lumière qui s'est éteinte de manière complètement inacceptable. Comment on peut accepter d'être une femme enceinte de grosso modo 7 mois, d'être veuve, de perdre son mari, de donner naissance seule à son premier enfant. Il y a là, dans ce vécu, tant d'inacceptables, tant d'indicibles, tant de drames, tant de deuil bloqué, que ça fait comme une onde de choc dans les générations. Donc non seulement ma patiente, elle vient, outre l'homme qu'elle rencontre et dont elle tombe amoureuse, dont elle a envie d'avoir un enfant, de construire une vie de famille ensemble, il y a cette date qui vient rallumer une lumière dans l'arbre, celle de l'arrière-arrière-grand-père qui est décédé de manière inacceptable. Et donc, accoucher seule, de manière complètement inattendue et dramatique, ça, c'est l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est que l'enfant né de cette arrière-arrière-grand-mère, qui fait donc partie des lignées de ma patiente, il a pour date de naissance le 23 août, et le fils né en mort apparente de ma patiente, lui, il a été conçu le 24 août. Donc tu vois, dans les dates, c'est comme implacable en fait. C'est ces rouages, ces mécaniques que l'on cherche à comprendre et à lire. C'est sur le papier, c'est du factuel ça. Mais au-delà du factuel, on comprend l'émotionnel de l'histoire. Et dans ce trio, ma patiente, son conjoint, leur premier enfant, il y a toute l'histoire du premier trio qui date de 4 générations, de cette mère qui a accouché seule en étant veuve. Donc elle n'est pas veuve, ça raconte, c'est un autre contexte si tu veux, mais elle était seule quand même, et c'est ce qui vient à être dramatique pour elle. Ok. Et du coup, elle a compris ça, ils ont compris ça, et donc là on a éclairé ça. Ça a été quand elle a conscientisé ça, quand elle l'a découvert sous cette forme-là, elle était émue aux larmes. Et elle, ce qu'elle a voulu faire, c'est aller sur la tombe de son arrière-arrière-grand-mère, puisqu'elle savait où c'était, et de brûler ses actes symboliques à cet endroit-là, afin de porter mémoire au vécu de cet aïeul. Et en fait, on n'a pas grand-chose d'autre à faire qu'à conscientiser, à comprendre, à entendre cet émotionnel au-delà du temps, en fait, dont on s'est fait l'écho, et elle, dans son devenir maman pour la première fois. Alors, ça, on n'allait pas refaire son accouchement, évidemment, c'est passé, c'est fait, ça s'est vécu comme ça, et Dieu merci, tout le monde va bien, en fin de compte. Mais comme elle a eu une petite fille après, si tu veux, qui vient à être née à une date qui est en écho avec la date de décès de cette arrière-arrière-grand-mère, on se dit, ok, ça c'est entendu.
Ça, c'est le rôle de la patiente, de la maman, de façon à ce que, comme tu me le disais tout à l'heure, ce qui a été entendu n'a plus à être transmis. Ok, c'est clair. Donc il faudrait qu'on se revoie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, quand cet enfant possiblement va devenir mère. Intéressant. Ça fait des belles histoires quand même. Hein. Oui. Tu dis, tu t'imagines, tu peux te faire une petite série, tu peux le faire Absolument. J'ai commencé, si tu savais, si j'avais du temps pour davantage écrire, Mais parce ça que ferait des j'adore super écrire. trucs parce que t'es plongé dans le. Ah J'étais oui. plongé dans l'histoire, là, C'est- je m'imaginais le truc. Ouais, c'est du récit familial et mes dossiers en sont plein. Donc, j'aimerais avoir le temps de rédiger tout ça. Je me suis dit qu'à la retraite, c'est ce que je ferais. J'ai eu cette volonté. J'avais appelé une rubrique que je publiais et qui s'appelle Voyage en mer, qui raconte comme ça ces voyages particuliers de la maternité. Mais j'ai pas assez de temps pour écrire. Ouais. Un jour peut-être. Bon, un jour peut-être Ouais. un petit bouquin, c'est très cool. Bon, bah écoute, super. Je te propose pour terminer cet épisode, voilà comment du coup, on peut faire pour commencer à entamer ce travail-là. Est-ce qu'on peut le commencer seul? Est-ce qu'on doit se faire accompagner? Dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne qui souhaite entamer ce travail, en particulier de futurs parents et futures mères qui ont le désir d'enfanter, qui sont en plein dedans ou qui ont déjà accouché. Voilà, quel serait déjà le point de départ Le point de départ, c'est déjà de comprendre que notre propre histoire, elle n'est pas sans lien avec l'histoire de nos ancêtres. Et puis ensuite, c'est utiliser la curiosité de la mémoire vivante, parce que souvent, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Quand les gens racontent pas, c'est justement parce que c'était trop compliqué, trop souffrant, et puis que le temps a passé et que à quoi bon raconter aujourd'hui. Donc, tu vois, moi par exemple, j'ai le regret d'avoir insuffisamment questionné mes grands-parents avant pareil, leur moi décès. aussi, je suis dégoûté. De me dire, mais à un moment donné, mais j'étais beaucoup trop jeune à l'époque, il y avait de la mémoire vivante, et puis ce regret, il n'est pas utile parce que la preuve, quand j'ai eu besoin de retrouver les choses, je les ai retrouvées dans des anecdotes, dans ce que je savais au final, sans trop savoir. Donc, on sait toujours suffisamment et on retrouve suffisamment. Mais ça vaut le coup quand on a encore nos vivants à nos côtés, nos ancêtres vivants, parents, grands-parents, parfois arrière-grands-parents, d'aller les questionner, notamment quand on est une femme, d'aller questionner nos mères, nos grands-mères, mais raconte-moi comment c'était quand tu as été enceinte de ton premier enfant, de ton deuxième, comment c'était le fait de donner naissance, comment ça s'est passé pour toi et comment ça s'est passé quand tu as accouché de papa, de maman, voilà. Donc utiliser cette mémoire vivante qui est une transmission sur nos racines véritablement. Ça c'est un premier pas, de récupérer aussi des dates parce que au final on sait qu'on a des grands-oncles, des grands-tantes. Et ça se limite à ça, on ne les connaît pas toujours. Mais alors les dates, parfois on est bien incapable de les donner. Quelle place occupait ma grand-mère? Oh, mon Dieu, j'en sais rien. Donc est-ce qu'elle était la troisième, la quatrième? Est-ce qu'il y avait d'autres enfants après? On ne sait plus trop. Quels étaient les écarts d'âge? Ça dit beaucoup sur les maternités de l'arrière-grand-mère. Donc les dates parlent beaucoup, évidemment. Nous, on se base beaucoup là-dessus pour comprendre. Alors ça vaut le coup de le récupérer aussi. Okay. Et puis, l'autre pas que l'on peut faire, c'est commencer à se dire quelle est ma place, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure, quel a été le projet inconscient posé par mes parents sur ma propre histoire, et ensuite on va rencontrer quelqu'un qui est formé en analyse transgénérationnelle, et puis on fait le travail. Puis on nous aide à éclairer tout ça. Ok, donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, il y a le temps, il passe, il est là, et on se dit qu'ils seront toujours là quelque part, mais prendre le temps de questionner les personnes de notre famille, à mesure du possible, demander des infos sur les naissances, les accouchements, et aussi défocaliser de la grossesse, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé conjointement à ces... De façon générale, quoi. Oui, à ces temps de grossesse et d'enfantement, parce que une mère, elle peut très bien vivre un deuil, là dans l'exemple que je te donnais, qui n'a rien à voir avec l'enfant, mais tout à voir avec le timing de sa gestation. Ok.
Ah, c'est très clair, ça donne déjà des bonnes pistes et je pense que là, il y a déjà pas mal de matière. Et puis après, prendre contact avec un spécialiste, une spécialiste, comme toi par exemple. Oui, oui, mais je suis pas la seule. Oui, oui. Et toi, comment ça se passe une séance avec toi du coup? Enfin, on peut te contacter, tu fais en visio, Oui, ce présentiel. travail-là, il se fait très, très, très bien en distanciel. Hein. Oui, absolument. Ouais. Parce que quand on travaille comme ça en verbalisation, en conscientisation, en récit familial, tu vois bien, ça peut se faire en distanciel sans problème. Quand on travaille en hypnose, pareil, on a tous appris à travailler en distanciel, ça pose aucun problème. Donc on vient avec une problématique. On n'est pas obligé de venir avec tout un amas de non, mon Dieu, non. connaissances. La problématique, elle est au départ un mal-être quelconque, émotionnel ou physique. Parce que notre corps, il vient être, ça on en a pas parlé, mais notre corps, il vient être la caisse de résonance majeure de cet émotionnel non entendu. Ok. Aussi, est-ce qu'on peut se former à ça? Est-ce que tu formes des gens à faire tout ça? Oui, alors on peut se former en psychogénéalogie, ça, il y a des tas d'écoles de manière généraliste, hein, on va dire. Il y a d'abord une formation généraliste. Je ne vais pas citer des écoles parce que du coup j'en exclurai des autres, mais il y en a de nombreuses et de plus ou moins sérieuses, on va dire. Et puis, moi, dans ma branche à moi, qui est spécifique à la périnatalité, et autour de la naissance, telle qu'on l'a dit au tout début de l'interview, j'ai monté une formation qui s'appelle les mémoires inconscientes du devenir mère. Et là-dedans, on explore justement les deux axes. L'axe vertical des lignées, du transgénérationnel, et puis l'axe horizontal de réactivation des mémoires émotionnelles précoces de la vie intra-utérine et de la naissance, qui viennent comme ça impacter les conceptions, les grossesses, les accouchements. Ok. Donc c'est pareil, ça c'est sur le site. Donc ça c'est pour les professionnels qui souhaitent se former à ça spécifiquement. Oui, et professionnels champ ouvert, hein, sans forcément de prérequis ou de domaine particulier. Il y a des sages-femmes qui viennent se former, il y a des accompagnantes périnatales, il y a des doulas, il y a des psychologues. Voilà, Ok, super intéressant. Bon, voilà, toutes les infos sur le site, c'est en présentiel, visio. Alors, il y a une partie en visio, il y a le niveau 1, qui est le niveau de base, qui est en visio, il y a 3 modules. Et puis ensuite, il y a des modules en présentiel, sur 3 justement, où on va aller travailler les techniques de libération après avoir eu le bagage théorique. Ok, parfait. On va toutes les informations sur le site naîtreensemble.fr. Je mettrai encore une fois tous les liens dans la description. Super. Écoute, merci beaucoup Peggy. Je t'en prie. C'était encore une fois un épisode fascinant. Est-ce que avant de clore cet épisode, tu aurais aimé rajouter quelque chose ou on a fait un bon petit tour? On a fait un bon petit tour. Oui, c'est quelque chose de très vaste. En tout cas, c'est encore une fois super fascinant, intéressant. Ça donne envie de creuser davantage la matière. Ça donne de nouvelles pistes à explorer. Et puis, j'espère que pour toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à présent, ça peut vous aider, ça peut vous donner de nouvelles pistes à explorer. Et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous pour les personnes qui en auraient aussi peut-être besoin. Merci beaucoup encore Peggy. Merci à toi. Je mettrai toutes les infos comme le premier épisode des infos te concernant, où on peut te contacter de toute façon par mail via ton site. Absolument, via le site naîtreensemble.fr. Voilà. Je vous conseille, si vous êtes du passage de Troyes, c'est à Chapelle-Saint-Luc. Très beau cabinet, vraiment très sympa. Et puis, Peggy, une femme formidable. Merci beaucoup. Merci, Liron. Merci. À bientôt. À bientôt. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.